Hey, avant de continuer, si vous êtes nouveau, sachez qu'on fait des vidéos sur les statistiques et la programmation. Si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça aide la chaîne à grandir et ça nous encourage beaucoup. On reprend la vidéo. Shalom tout le monde, j'espère que ça va bien. Alors aujourd'hui on va faire de la programmation en bref, donc c'est une vidéo d'introduction qui peut être bien pour ceux qui débutent, mais aussi ça peut être ludique pour les autres. Donc j'avais envie de faire une vidéo comme ça pour vraiment aider les personnes qui ne s'y connaissent pas bien. En plus ça permettra en fait à chacun de pouvoir voir s'ils ont des bases et s'il me manque des bases. Alors dans cette vidéo on va surtout utiliser Python, donc qui est un langage de programmation que je n'aime pas, mais qui a la particularité d'être assez simple, donc tout le monde pourra suivre normalement. Et ici ce qu'on va faire, c'est que on va regarder une première base qu'on va prendre, c'est l'arithmétique. Donc on va prendre juste des mathématiques, des nombres et les opérations plus, moins, multiplication, etc. Donc comme base, de cette façon-là, en fait, on va pouvoir ajouter des fonctionnalités. Donc je les appelle fonctionnalités lorsque je parle de langage, mais des fonctionnalités qui vont nous permettre de pouvoir amener un comportement que doit prendre un programme informatique. Donc avec simplement des mathématiques comme ça, on peut déjà considérer ça comme un programme informatique, mais on a d'autres éléments outils qu'on va pouvoir ajouter, sachant que ces outils-là en fait sont présents dans la plupart des langages de programmation, si ce n'est tous. Donc vraiment à regarder. Alors ici on va commencer avec un premier énoncé. Un autobus part avec 59 personnes. À l'arrêt, 5 montent et 8 descendent. Combien de personnes restent-il dans l'autobus? Alors, je peux vous inviter à mettre pause pour essayer de faire le calcul pour l'énoncé, mais je pense que vous avez tout de suite deviné ce que ça va donner. Alors, à ce niveau, nous avons juste la réponse 56. On a 59 personnes au début, on ajoute 5 personnes, on en retire 8, ça va juste donner 56. Donc ici, c'est un cas assez simple, donc je peux utiliser moi-même un REPL, donc juste pour faire du calcul. Donc ça, c'est vraiment une sorte de console qui pourrait servir de calculatrice, mais qui, en plus de simplement juste avoir l'arithmétique, parce que l'arithmétique est contenue dans Python, il a en fait la plupart des fonctionnalités de Python. Pour les personnes qui voudraient me suivre ou essayer des choses, vous pouvez aussi avoir soit en allant dans Firefox ou donc en ouvrant votre browser préféré, vous tapez Python REPL. De cette façon-là, en fait, vous pouvez avoir ça dans Replit. Et donc Replit est un compilateur online qui va vous permettre en fait de pouvoir travailler avec Python. Donc ici, je vais juste mettre for personal use. Et ensuite, je vais mettre intermédiaire. Et ensuite, voilà. Ici, donc, on peut avoir un Replit pour Python. Sinon, il y a aussi des vidéos d'installation de Python si vous voulez en fait commencer avec Python, mais on essaye d'être le plus agnostique selon le langage. Donc, nous avons aussi déjà d'autres vidéos qui sont prévues pour ça. Dans mon cas, moi, je vais plutôt utiliser un REPL qui est directement inclus dans ma machine que j'avais installé au préalable. Donc, de cette façon-là, je pourrais aussi faire les calculs directement. Donc ici, nous avions 59 plus 5 moins 8 est égal à 56. Donc si je tape 59 plus 5 moins 8, j'aurai bel et bien 56. Donc voilà, quelque chose d'assez facile à faire. Regardons maintenant un second énoncé. Donc un escargot est tombé dans un puits de 12 mètres. Le jour, il remonte de 2 mètres, mais la nuit, il dort et glisse. Et cela le fait descendre d'1 mètre. Au bout de combien de jours aura-t-il atteint le haut du puits? Encore une fois, je peux vous demander de mettre pause dans la vidéo, mais je pense que vous avez compris comment cela se résout. Donc ici, la solution, c'est juste ça, 12 divisé par 2 moins 1, parce qu'on sait qu'il avance de 2 mètres le jour, mais pendant qu'il dort, il perd 1 mètre. Donc chaque jour, il va en fait mettre 1 mètre, donc un jour pour faire 1 mètre en fait. Et donc pour faire les 12 mètres, il faudra juste 12 jours. Donc voilà, ça c'est une particularité pour les mathématiciens, donc, et pour les mathématiques, on va essayer de trouver des solutions analytiques où en fait, on va essayer de représenter le tout sous la forme d'une seule expression qui va pouvoir être balancée dans une calculatrice. Donc ça c'est cool, mais parfois on peut tomber sur des expressions, on va dire un peu plus complexes, donc n'essayez pas de comprendre ce que j'ai écrit là, j'ai juste inventé les trucs. Mais voilà, c'est juste pour dire que parfois,
des expressions complexes sont assez difficiles à lire et on utilise parfois des variables avec une seule lettre et ce qui ne rend pas vraiment la chose facilement lisible. Donc j'ai souvent eu de la peine à pouvoir comprendre ce genre d'expression mathématique parce qu'il n'y avait pas beaucoup de sens dedans. Dans la programmation, en fait, nous avons quelque chose qui va pouvoir nous aider à pouvoir progresser dedans. Donc c'est pour ça qu'on va explorer en fait cette map donc, qui va contenir en fait toutes les infos sur les fonctionnalités qu'on veut. Donc ici, on va pouvoir regarder les variables. Alors, en revenant dans notre cas ici, ce qu'on peut regarder en fait, c'est une règle particulière, c'est que on va pouvoir créer du code lisible. Donc, le but, c'est de créer un code qui est autant lisible par une machine et autant lisible par un être humain, parce que souvent, ce ne sera pas juste du code qui va être écrit une fois et on va laisser comme ça. Donc, surtout si c'est le code d'une application ou quelque chose comme ça. Donc, c'est quelque chose qui va évoluer selon peut-être les besoins du moment. Et donc, il faut qu'il y ait toujours un être humain qui soit capable de lire ce qui a été écrit. Donc, ce n'est pas du code jetable qui doit être créé. C'est pour ça que ici, lorsque on regarde les variables, on aura la possibilité en fait de pouvoir donner une forme de sens, de sémantique aux choses. Donc, ça permet de pouvoir stocker une valeur dans un nom ou dans un terme précis. Ici, notamment, dans l'exemple, nous avons en fait 7 est égal à 7. Donc, de cette façon-là, en fait, on prend le mot-clé 7 et on lui donne une valeur. Donc, à chaque fois que j'invoquerai le mot-clé 7 dans une expression, en fait, il va être remplacé par sa vraie valeur. Donc, de cette façon-là, en fait, on peut jouer et traiter avec. Donc, ici, je vais aller dans le REPL. Ici, je vais faire comme par exemple, 7 est égal à 7. Donc, si j'invoque 7 comme ça, donc comme vous voyez, simple comme bonjour, nous avons 7 qui apparaît. Donc, je peux même faire 7 plus 3, 7 moins 2. Donc voilà, 7 va juste prendre la valeur 7. Je peux même le redéfinir en faisant juste 7 égale à 0. Donc je peux redéfinir à tout moment. Et si je fais 7 moins 2, donc je vais tomber sur moins 2 ou 7 plus 3, je vais tomber sur 3. Donc je peux vraiment prendre un terme et donc mettre une valeur en particulier dedans. On va pouvoir ainsi utiliser les variables spécifiquement donc, pour notre solution. Donc là, on a la progression que j'ai définie. Donc je dis que sa progression, vu qu'il avance de 2 mètres, il recule d'1 mètre, donc sa progression sera de 1. Ici, donc je laisse Python faire le calcul lui-même. Et ensuite, je fais la division donc, par progression. Donc vous pouvez essayer ça, ça marche parfaitement. Après, donc, on peut regarder un autre cas particulier, c'est les équations du second degré. Donc, les équations du second degré, bon, vous n'aurez pas besoin d'en connaître trop. Donc, c'est juste que nous avons des formules sous cette forme-là, a x carré plus b plus c. Donc, ce sera la partie la plus corsée, hein, je vous promets. Donc, à partir de là, en fait, la solution peut être trouvée en faisant viet. Donc, en utilisant moins b plus ou moins racine de delta sur 2a. Et ça ne peut être utilisable que si delta est supérieur à 0. Et donc après, on a aussi la valeur de delta. Donc on voit qu'en plus des variables, il va falloir aussi être capable d'avoir assez d'intelligence pour décider quand est-ce qu'on fait le calcul ou non. Donc ça, on peut le faire facilement. Donc à partir des variables, on peut aller sur le contrôle des flux. Et donc ce sera l'usage des if, then, else. Donc on peut revenir ici. Et donc, en fait, nous avons des if, else. Donc, je dis souvent if, then, else parce qu'il y a certains langages qui utilisent le then. Mais ici, vous pouvez juste faire if, else. Donc, c'est si quelque chose, faire quelque chose. Sinon, faire autre chose. Ça nous permet, en fait, de décider dans un cas particulier selon le résultat que tu as, fais ci ou fais ça. Donc, grâce à ça, en fait, on peut créer des programmes dans ce genre-là. Donc, pour deviner... à partir de l'âge d'une personne, si cette personne est mineure ou majeure, donc je définis dans la variable âge, donc 15. Donc si l'âge est inférieur à 18, donc cette personne est forcément mineure, et si l'âge est supérieur ou égal à 18, donc dans le reste des cas, on va dire, c'est que cette personne est majeure. Vous pouvez tester le code, ça devrait marcher. Et donc après, dans le cas de viet, hein, donc comme je vous ai dit, ça paraît assez compliqué, mais en fait, il faut juste lire ligne par ligne et je peux vous expliquer. Bon, ici, c'est juste que Python ne supporte pas toutes les fonctionnalités des mathématiques, donc il faut importer. Donc j'ai importé racine carrée. Sinon, j'ai défini ABC
pour le a carré plus b, x et plus c. Ici, nous avons aussi le delta qui a été construit. Et c'est la partie qui nous intéresse. Si delta est supérieur ou égal à 0, alors là, on fait le calcul et on trouve nos deux solutions. Sinon, on dit juste que c'est pas possible. Donc encore une fois, vous pouvez très bien essayer et tester le code. Il marche très bien. D'ailleurs, donc je me suis amusé à écrire le code ici. Peut-être on va le rendre un petit peu plus lisible, comme ça. Et donc en fait, il suffit juste après d'entrer. J'ai pu définir chaque ligne comme ça. Et ensuite, à partir de là, on n'a plus qu'à voir si nous avons S1 ou S2 donc, dedans. D'ailleurs, ce que je peux faire, c'est juste d'écrire un S. Comme ça, on sait que le S est un peu partout. Donc, on va faire S1, virgule S2. Voilà. Si j'invoque S, donc on voit que ça marche. Donc, on a deux solutions de la même façon. Donc vu que ici en fait j'ai pris une solution qui mène à 0, donc c'est tout à fait normal ce qu'il y a ici. Donc on va prendre un autre cas qui soit pas possible. Cette fois-ci donc on va définir pas ça, ici. Donc on va prendre ça. Donc ici on ne devrait pas tomber sur une solution. Donc après une fois qu'on a fait ça, on va relancer alors avec le calcul de delta. Et ensuite, on va relancer avec ça ici. Donc, lorsqu'on exécute, on fait S. Donc, on voit que c'est pas possible. Donc, vous voyez, le code nous dit que c'est pas possible. Donc, à chaque fois, on peut relancer la plupart de ces commandes pour vérifier ça. Alors, vous avez dû vous en rendre compte que c'était un petit peu long. Donc, à chaque fois que je redéfinissais A, B, C, il fallait que je relance le reste. En fait, il y a un moyen de pouvoir tout regrouper en un seul bloc qu'on peut lancer en une fois. Et donc ça, c'est une méthodologie assez simple. Il faut juste utiliser en fait les fonctions qui seront des sortes de mini-programmes qu'on pourra appeler à des moments particuliers. Parce qu'en fait, ça vient aussi d'une règle assez particulière. Alors cette règle, elle est assez simple. Elle dit simplement « Don't repeat yourself ». On l'appelle souvent la règle try, ne te répète pas. Donc une machine a vraiment la capacité de pouvoir automatiser les choses, donc à pouvoir faire des choses répétitives de façon excellente et sans se fatiguer comparé à un être humain. Donc si vous trouvez un moyen de pouvoir faire des choses répétitives, en fait, la machine en fait le fera souvent, non même toujours mieux dans ce cas de figure. Donc là-dessus, on peut aller un peu plus loin, donc on peut regarder les notions de fonctions. Et bon, nous avons les fonctions un peu particulières, donc comme par exemple, nous avons la définition def. Donc si on veut définir une fonction, il faudra utiliser def. L'addition, donc ça c'est plutôt le nom de la fonction, donc vous pouvez mettre le nom que vous voulez, et le nombre de paramètres que vous voulez, qui doivent être séparés par des virgules ici en Python. Et après, vous n'avez plus qu'à retourner le résultat, donc comme par exemple x plus y. Donc si nous prenons l'addition ici, donc 3 et 2, donc à la place de xy vont être remplacés à l'intérieur, et donc on aura 3 plus 2, ce qui va nous donner en fait 5. Ça nous permet donc de définir des variables, comme si on les avait définies en fait au préalable, mais en fait c'est juste qu'on peut les mettre ici comme ça. Donc de cette façon-là, en fait, on a la fonction addition qu'on peut utiliser avec tous les éléments qu'on veut. Elle est réutilisable, donc on n'a pas besoin de se répéter à chaque fois. Et donc dans le cas que on avait tout à l'heure, en fait, on est capable de représenter viet de cette manière-là. Donc on a la fonction viet qui va prendre ABC, et tout le reste, en fait, ça se calcule comme tout à l'heure, mais à la place de juste faire S est égal, on va juste retourner les valeurs comme ça. Pour vous montrer un exemple, donc j'ai pu créer la chose. De cette façon-là, en fait, j'ai viet que je peux invoquer. Donc si je fais viet 1, 0, 0, donc j'ai le résultat, et si je mets quelque chose de pas possible comme ça, donc il va me dire que c'est pas possible. Donc je peux l'essayer avec plein d'autres valeurs, et ça de façon assez rapide. Bien, alors après les fonctions, en fait, nous avons un autre point assez intéressant, c'est les structures de données. Donc malheureusement, je ne vais pas aller très loin dedans, je ne vais pas donner énormément d'exemples parce que j'essaie de garder la vidéo la plus courte possible. Mais les structures de données vont nous permettre en fait de regrouper les données de façon
beaucoup plus organisé et en fait représenter des choses beaucoup plus complexes. Vous pouvez imaginer, parce que pour l'instant on a traité qu'avec des nombres, mais on voudrait être en mesure, comme par exemple de pouvoir représenter des personnes avec leur nom, leur prénom, leur âge, etc. Donc les structures de données vont nous permettre de pouvoir faire ça. Mais là on ne va pas s'intéresser aux structures en tant que telles. Vous pourrez regarder dans chaque langage et dans chaque paradigme, en fait, il y a des structures, comme par exemple, vous allez peut-être entendre parler des structs, vous allez entendre parler des objets aussi, vous allez entendre parler des listes, et d'ailleurs, on va traiter un peu plus au niveau des listes. Alors, ce qui est bien avec les listes, c'est qu'à la place de simplement définir une variable à chaque fois pour une instance, en fait, on peut créer une collection ou un groupe de ces choses-là. Donc ici, nous avons 3 voitures, Ford, Volvo, BMW. Et donc, en fait, nous pouvons les définir de cette façon-là. Donc, juste pour vous montrer quelques exemples, donc on peut prendre voiture ici, et on va prendre Ford, comme c'est noté ici, Volvo et BMW. Avec ça, donc, bon, j'ai nommé le truc voiture. Donc ici, ça va être voiture, comme ça. De toute façon-là, en fait, pour accéder au Ford, il faut juste faire voiture. Donc ça dépend du langage. On peut indexer ou donc sélectionner le premier élément. Donc ici, c'est avec 0. Donc il faut juste que je mette voiture comme ça plutôt. Voiture avec S. Donc je peux accéder à Ford. Si je veux accéder à Volvo qui est le suivant, donc je peux faire ça. Donc voilà, ça c'est des trucs assez cool. Et de plus, on peut utiliser des boucles. C'est pour ça que je les ai gardées vers la fin. Donc nous avons les boucles qui vont aussi avec les structures de contrôle de flux. Alors je peux faire comme par exemple des boucles for qui vont me permettre de pouvoir regarder comme par exemple for voiture in voiture, donc dans mon tableau, dans ma liste voiture. Et à l'intérieur, je peux faire comme par exemple print. Donc print, faites pas trop attention, mais c'est juste une façon d'afficher de façon visible en fait les éléments qu'il y a dedans. Donc si je fais ça, il va en fait faire le tour de mon tableau et en fait afficher chaque élément dedans. Donc je peux même faire des trucs comme par exemple ici voiture double point. Donc faites pas trop attention aux détails d'implémentation. Donc ici avec ça, on voit ici qu'on affiche voiture avec Ford, voiture avec Volvo, voiture avec BMW. Donc nous avons la capacité de pouvoir afficher ce genre de choses de façon simplifiée. Bien sûr, les boucles ne sont pas forcément utilisables uniquement avec des structures comme des listes ou des tableaux. Donc ça peut être vraiment tout un sujet derrière. Mais on peut aussi créer des boucles comme ça, while. Notamment, donc nous avons i est égal à 1. Et tant que i est inférieur à 6, donc c'est une condition, tant que la condition n'est pas remplie, on va exécuter le code qui est à l'intérieur. Donc ici, on va juste afficher i. Et donc on va augmenter i. Donc ça, c'est une syntaxe un peu spéciale. C'est juste pour dire que i est égal à i plus 1. Et donc là, ça va compter en fait de 1 jusqu'à 5 environ, vu qu'on s'arrête avant le 6. Donc ça aussi, c'est une autre façon de faire l'usage des boucles, et qui aussi donc a son propre droit, sa propre façon de faire. Mais c'est vrai que aujourd'hui, les boucles while commencent à devenir de moins en moins intéressantes. Ou en tout cas, dans les langages que je fais, c'est vrai que j'utilise plus vraiment de boucles while à ce niveau-là. Mais voilà, c'est vraiment une préférence, donc il faut savoir que ça existe. Mais ne cherchez pas forcément boucle for ou boucle while, cherchez plutôt des façons de faire des boucles dans le langage donné. Donc voilà, pour conclure, nous avons justement 4 fonctionnalités qui peuvent être utilisées et qui sont présentes dans la plupart des langages de programmation. Donc nous avons les variables, nous avons aussi